Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. La police israélienne est toujours sur les traces du tireur de vendredi dernier à Tel Aviv. Celui qui a ouvert le feu sur les clients d'un pub en pleine rue, tuant 2 personnes, reste introuvable depuis. D'abord concentré sur le nord de Tel Aviv, où le corps d'une 3e victime a été retrouvé. Eh bien, ces recherches semblent se focaliser ce soir sur le nord d'Israël, et plus précisément là où vit la famille du suspect. Joseph Emmanuel. En état d'arrestation, soupçonné de complicité de meurtre, Mohamed Melchem, le père du terroriste de la fusillade de Tel Aviv. Il s'était exprimé devant la presse. La police israélienne le soupçonne d'avoir aidé son fils à s'échapper. La mère et 5 proches sont également entendus. Nashat Melchem est toujours en fuite, mais le risque est levé sur Tel Aviv. Le suspect se trouverait dans le nord d'Israël, peut-être même dans son village natal. C'est ce que laisse entendre un haut gradé de la police israélienne. Il est possible de baisser de manière significative la vigilance dans le centre du pays. Je ne donnerai pas plus de détails pour ne pas gêner l'enquête. Vendredi 1er janvier, Nashat Melchem passe du temps à repérer les lieux dans ce quartier de la rue Dizengoff à Tel Aviv. À 14h30, il tire au pistolet mitrailleur en direction d'une terrasse de café. 2 Israéliens sont tués. Le terroriste s'enfuit et les policiers ne le trouvent pas. Quelques heures après la fusillade, le corps d'un chauffeur de taxi est retrouvé dans son véhicule sur une grande artère du nord de Tel Aviv. La police soupçonne Melchem d'être l'auteur du meurtre. Sur place, son téléphone est retrouvé, tout près d'une station de bus. Et c'est justement par l'un de ces bus que le suspect serait retourné dans son village dans le nord du pays. Cet arabe israélien de 29 ans a déjà passé 5 ans en prison pour avoir poignardé un soldat de Tsahal. Il est actuellement l'homme le plus recherché d'Israël. Alors, recherche précisément concentrée sur le nord d'Israël et précisément le village d'où est originaire ce suspect. Mathias Inbar, vous êtes sur place, bonsoir. Est-ce qu'on a des éléments concrets ce soir qui laissent penser qu'il soit dans cette zone ? Écoutez, beaucoup de déclarations, Jean-Charles, mais très peu d'éléments concrets concernant les recherches autour de Nashat Melchem. Alors en effet, depuis que le chef de la police, Roni Alshir, a déclaré ce matin à Tel Aviv que la pression pouvait retomber dans le Gush Dan, c'est-à-dire dans la région de Tel Aviv, alors des rumeurs, des informations, des déclarations concernant les recherches ici dans le nord, dans le Wadi Hara et surtout dans le village d'Harara ont été entendues. Alors oui, certes, il y a eu des recherches d'unités spéciales de la police, des unités canines dans la maison d'ailleurs où nous nous trouvons. Cela s'est passé cette nuit, mais je peux vous dire que en venant de Tel Aviv, très peu de présence policière et surtout pas d'hélicoptère dans les airs. Je vais demander à mon caméraman, tout simplement David, de vous montrer la rue principale de l'entrée de ce village de Harara et surtout l'une des artères principales qui mène au nord du pays. Et vous pouvez le constater, Jean-Charles, il n'y a pas de présence policière. Alors Mathias, il y a quand même des questions qui se posent ce soir autour de cette famille et du rôle qu'elle a pu jouer. Alors oui, il y a beaucoup de débats. Je peux vous dire que les débats sont très animés ici. Il y a le représentant de la famille avec qui nous avons pu discuter. Il y a des amis de la famille, des cousins également. Alors chacun a sa version des faits. Certains parlent de complot, d'autres disent que finalement il faut absolument qu'il se rende. Bref, la famille est très embarrassée. Elle se dit en colère. Cela ne sert pas les intérêts, nos propres intérêts, ni ceux du village. Et celui avec qui nous avons pu discuter, Abou Anas, c'est le représentant de la famille, et elle dit qu'il cite le passé violent de Nashat Melchem, l'auteur de la fusillade. Il faut qu'il se rende, dit-il. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Personne ne sait où il se trouve. Tout le pays est lancé à sa recherche. En tous les cas, il a su trouver une bonne cachette. S'il est encore en vie, ce que nous espérons en tant que proche et responsable local, nous souhaitons qu'il se rende au plus vite pour le bien de tous. C'est un garçon qui souffre de troubles psychologiques. Les autorités sont au courant de sa maladie. Il a du mal à s'exprimer de manière claire. Si la police parvient à l'arrêter, elle jugera seule de la nécessité de poursuivre son enquête ou de l'envoyer en soins.
Il se peut qu'il constitue un danger pour son entourage. Il peut aussi se suicider. Il faut savoir qu'il n'est le représentant d'aucune organisation. Personne ne lui a confié de mission. Il a agi sous le coup de la colère. On l'a vu plusieurs fois excédé après la mort de son cousin, par exemple. Il s'en est pris à sa sœur aussi avec un couteau. Donc c'est un homme dangereux et violent. La police est plusieurs fois intervenue pour des affaires le concernant. Alors, merci à Mathias Inbar sur place donc à Harara. Daniel Haïk, bonsoir. Il y a quand même des questions qui restent en suspens ce soir. Et puis, il y a cette image forte aujourd'hui qui interpelle, c'est-à-dire ce père qui est présenté menotté au poignet. Oui, parce qu'il faut le reconnaître, depuis le début de cette affaire, et on peut dire que la famille Milchem est dans le collimateur des forces de sécurité israéliennes. Les deux des frères de Nashat Milchem ont été arrêtés quasiment depuis le début de l'enquête. Un cousin, un oncle et même un ami ont été arrêtés. Leur garde à vue a été prolongée ce matin par le tribunal de Haïfa et se rajoute à la surprise générale Mohamed Milchem qui, lui, on peut dire, coopérer avec les forces de sécurité depuis le début de cette affaire, puisque c'est lui qui a dit que c'était son fils qui était probablement le responsable. C'est lui qui a lancé un appel hier à son fils en lui demandant de prendre contact. Et pourtant, à la surprise générale, on voit qu'il a été arrêté et qu'il est accusé, soupçonné de complicité de meurtre dans cet attentat. Alors, il y a des questions qui se posent. Il y a soit deux options. Soit, effectivement, la famille couvre Nashat Milchem, elle sait où il se trouve et donc on essaye du côté des forces de sécurité d'obtenir des informations en les arrêtant, en essayant de leur soustraire des informations sur là où il pourrait se cacher. Soit, eh bien, la famille joue un jeu aussi. Peut-être en particulier Mohamed Milchem, qui lui a eu des relations étroites. Il faut rappeler qu'il possédait une arme. Ce n'est pas par hasard qu'il possédait une arme. Il était volontaire dans la police, il était impliqué dans les forces de sécurité israéliennes. Il n'est pas impossible, et on a vu ici, le proche de la famille demande à Nashat Milchem de se rendre. Il faut qu'il se rende. Il n'est pas impossible qu'il y ait une sorte de stratagème, ce que l'on pourrait apparenter à un complot, mais plutôt un stratagème de la part de la famille pour faire en sorte qu'il se rende. Comment faire en sorte qu'il se rende en sachant que, par exemple, son père risque d'être impliqué, risque de se retrouver derrière les barreaux, et l'ensemble de sa famille, cela pourrait pousser Nashat Milchem à se rendre, en sachant qu'il doit être, malgré tout, s'il n'y a pas donc de coopération de la part de sa famille, si la famille ne le couvre pas, eh bien, il est toujours dans une situation relativement précaire. Ça fait 5 jours qu'il fuit les forces de sécurité israéliennes, avec un certain succès, il faut l'avouer. Ce n'est pas à l'honneur des forces de sécurité, ni du Shin Bet, ni de la police, mais il arrive à se maintenir en liberté. Mais il est possible que de voir son père, comme on l'a vu, avec des menottes, cela pourrait le pousser à finalement se rendre. Et c'est peut-être ce que son père voudrait qu'il fasse, dans la mesure où il s'agit peut-être d'un désaxé, peut-être d'un homme qui a des problèmes psychologiques et que la famille veut surtout retrouver vivant et pas éliminé par les forces de sécurité. Alors il y a quelque chose de nouveau aussi dans la stratégie policière dans cette affaire, c'est qu'il y a très peu d'informations qui sont données. On a vu tout à l'heure un chef de la police qui ne veut rien dire. Ah oui, alors ça c'est tout à fait nouveau, c'est véritablement un changement. Il faut préciser que quasiment depuis le début de l'enquête, et c'est la première véritable grande enquête du nouveau patron de la police, Roni Alcher, eh bien on n'entend pas parler les chefs de la police, les commandants de région, on ne les entend pas parler. Alors que d'habitude, on s'était habitué, les journalistes judiciaires des chaînes de télévision israéliennes, des médias israéliens, s'étaient habitués au cours des 20 dernières années à une police extrêmement bavarde, peut-être même certains diront trop bavarde, des briefings tout de suite après chaque attentat, et puis des fuites quasiment incessantes en direction de ces journalistes. Et d'un coup, on voit que il y a un frein à cela, il n'y a plus d'informations qui filtrent, il n'y a plus de renseignements, on ne sait plus, et c'est véritablement là, on sent tout à fait l'empreinte du nouveau chef de la police, qui, il faut le rappeler, était le numéro 2 du Shin Bet. Un Shin Bet où on travaille, on le sait, dans l'ombre. Donc Roni Alcher veut instaurer une nouvelle discipline, on va dire, au sein de l'état-major de la police. On ne parle pas pour ne rien dire, on ne parle pas lorsque l'on ne sait pas, on ne parlera que lorsqu'on aura réglé l'affaire. Il faut laisser nous travailler tranquillement, laisser les patrons de la police travailler, et ensuite on parlera. Et ça, c'est tout à fait nouveau, c'est une nouvelle approche. Il faut rappeler que Roni
Roni Alcher est arrivé ici à la tête de la police après une série d'affaires qui avaient entaché la police israélienne. 5 ou 6 patrons de différents départements de la police avaient été soupçonnés d'harcèlement sexuel. Ils avaient dû démissionner. Donc l'image de la police était extrêmement affectée. Roni Alcher vient pour redorer le blason de la police et il estime que cela passe par on va dire, un silence lorsque il n'est pas nécessaire de s'exprimer. Donc moins de relations publiques de la part de la police, peut-être plus de travail, et c'est ce qu'il essaye de faire en tout cas pour l'instant. Merci Daniel Haïk. Alors une chasse